une production Girl Crush. Si vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, ben c'est parce qu'on porte du Girl Crush. Puis si vous savez pas c'est quoi Girl Crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, il faut absolument que je vous parle de Floravie, qui est notre commanditaire officiel. Floravie, c'est quoi? C'est une entreprise canadienne qui œuvre dans le domaine de la santé sexuelle et qui s'engage à veiller au bien-être intime de chacun. Ils offrent des produits qui sont hypoallergéniques, d'une qualité exceptionnelle, qui sont conçus au Canada en étroite collaboration avec des professionnels de la santé. Leur gamme vise à améliorer la santé globale via la santé sexuelle, qui comprend le bien-être physique, mental et social. Ils offrent des gammes autant pour les femmes que les hommes et on retrouve parmi leurs produits des lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, des accessoires intimes pour femmes, des poids et dilatateurs vaginaux, des aphrodisiaques naturels, des anneaux péniens, des sprays désensibilisants pour hommes ainsi que des coupes menstruelles. Vous pouvez retrouver les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que dans les supermarchés Avril. Sur ce, bon épisode tout le monde et merci Floravie pour votre confiance. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô, Joanie! Allô. Bonjour! Comment tu vas? Ça va bien. Ouais. Et vous? Très Ça bien, va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. C'est vraiment un honneur d'avoir une médecin parmi nous. J'ai l'impression que c'est pas le type de personne qu'on a très accès. Considérant que j'ai pas de médecin de famille Ah oui, déjà à c'est la ça. base, c'est déjà difficile d'avoir accès à une médecin pour notre santé. Donc, encore plus de l'avoir dans notre podcast. Donc, merci. Ben, ça Très fait plaisir. touchée. C'est-tu ton premier podcast? Je me C'est mon demandais. premier podcast. Le meilleur? Oui. Le seul et unique. J'en ferai plus jamais. Fait comme ça va devenir extrêmement populaire. c'est parfait. J'adore. Ça va Mais être the one and only. The one and only, ça va être notre meilleur épisode. Voilà. Ouais, j'en doute même pas. De toute façon, là, je suis en congé de maternité, fait que ça me permet d'avoir le temps Ouais, de venir sinon, vous voir. Tu vas peut-être y prendre goût. Peut-être. Tu vas lâcher la médecine, tu vas faire des podcasts. Ah oui. Avant de commencer, je sais pas si... tu sais, là, on vient juste de lancer notre balado. Fait que je sais pas si tu as eu la chance d'écouter un épisode. Si c'est pas le cas, je t'explique comment on fonctionne. On te pose des petites questions comme brise-glace pour commencer, juste pour comme set the tone. Puis Apprendre à ensuite, te connaître un petit peu plus. sur certains Pas trop, points. pas mais- trop. Ouais. T'es-tu Ouais, prête? c'est ça. Ah oui. Ça va être les questions les plus difficiles, Joanie. Moi, je suis stressée, là. Un Oui. petit peu Je compliqué. suis une personne de performance. Parfait. Non, Première question. Si tu devais vivre absolument dans un autre pays, ça serait lequel? Si je devais vivre absolument dans un autre pays, ça serait difficile de vivre pour moi dans un autre pays. Probablement l'Australie. Quand même une bonne réponse. Ouais. Je pense que c'est là où il y a des gens qui ressemblent peut-être le plus dans leur vibe au Québec. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Ça fait du sens. C'est quoi ta saison préférée et pourquoi? C'est le printemps. Le printemps parce que c'est ce qui fait en sorte que je supporte l'hiver, d'une part. Mais c'est parce qu'il faut avoir vécu l'hiver pour autant aimer le printemps. Les gens deviennent fous, comme... il y a comme une espèce de folie collective qui s'empare de tout le monde, l'ouverture des terrasses, le renouveau, les fleurs qui explosent, tout ça. C'est ma fête aussi au printemps. Mais le printemps, pour moi, that's the best. Ouais. T'as-tu l'impression que des fois, tes patients vont mieux au printemps? Oui. Ouais. Mais ça, c'est même pas une impression, c'est prouvé. Là. Oui. Mais moi, mes patients, ils ont tous plus mal au printemps. Là.
Tout le monde a mal en janvier, puis personne n'a mal au mois de mai. Oui, ben c'est ça. Fait que, tu sais, il y a tout l'impact de la luminosité puis de la température sur l'humeur. Puis, ben je veux dire, la douleur, tout ça est dans le cerveau, hein. Fait que tout part du cerveau. Tout est dans Fait que oui, tout le monde commence à aller moins bien en automne, puis le cataclysme en hiver. Puis le printemps, l'été, ça va mieux. Ouais. On voit moins de patients. Si tu n'avais pas été médecin de famille, quelle autre spécialité en médecine aurais-tu choisi? J'aurais choisi la gynécologie obstétrique. Mais... Je m'en doutais un peu. Ouais. Je m'en doutais un peu. Ceci étant dit, peut-être la psychiatrie aussi. Ah ouais? Ouais. Intéressant. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ton domaine actuel? Ben, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait faire tout. Tu sais, j'avais de la misère à choisir. Au cégep, j'ai fait sciences, lettres et arts. Fait que j'ai fait sciences humaines, sciences nature, arts et lettres en même temps. Ouais. Fait que les 3 prix universitaires. Après... En même temps? En même temps. Ou un à la suite? Non, en même temps. En même temps, c'est comme un programme. Mettons que quelqu'un dit qui est là-dedans, t'es comme, oh, là. C'est où, t'as fait ça? À Gatineau, à Hull. Arrête, moi, je viens de Gatineau aussi. Non. Oui. Oh mon Dieu, vous allez tomber en amour. Ben, puis de Hull, plus précisément. Hull, ben oui, j'ai de Hull. Fait que c'était au cégep de l'Outaouais, donc à Hull. Ouais. Après ça, quand j'ai fait mes études à l'université, on est jeune pour choisir ce qu'on veut faire. Ouais. Puis je savais que j'aimais beaucoup le domaine de la réadaptation. Puis là, il y avait l'ergothérapie qui faisait tout aussi, là, dans le sens que santé mentale, santé physique, c'était plutôt global. Donc, j'ai fait ça. Tu sais, j'avais de la misère à... Est-ce que si j'avais eu, tu sais, les notes pour rentrer en médecine straightforward, est-ce que je l'aurais fait? Sûrement. Mais... ça ne m'a pas passé par la tête parce que dans le programme, déjà, se démarquer, puis tout ça, puis avoir une coteur que... Puis c'était pas... j'étais pas envahie par ça non plus, là. Donc, pour moi, quand j'ai décidé de faire médecine familiale, c'était pour faire médecine familiale. C'était clair que je voulais faire ça. Parce que tu as été ergo pendant combien de temps? C'est ça. 7 ans. C'est ça. Ah, oui. Ouais. OK. Est-ce que je peux être indiscrète puis demander à quel âge tu es rentrée en med? Je suis rentrée en médecine à 29 ans. J'allais avoir 30 ans. 4. C'est encore ta chance. C'est à Puis cause de toi que je réfléchis là-dessus. Je n'étais pas la plus vieille. Ben non, puis j'en doute pas. J'étais pas la plus vieille. Il y en a qui sont enceintes, il y en a qui ont déjà des enfants. Moi, là, toutes mes amies, parce qu'évidemment, on finit par se tenir avec les plus vieux, là, tu sais, quand tu as 30 ans, et bon, ceux de 20, ils ont peut-être des intérêts différents. Des intérêts différents. Fait qu'on s'est toutes tenues comme plus en vieux, entre guillemets, là. Puis ils ont toutes eu... Il y en a 2 qui ont eu des enfants pendant la formation. Puis que c'était pas leur premier. On en parle dans le premier épisode, si je ne me trompe pas, l'épisode comme d'introduction, là, que j'étais comme mitigée un peu avec la médecine, puis je disais c'est à cause d'une patiente à moi qui est médecin. Ben c'est de ta faute, Joanie. Écoute, moi, je me souviens d'une soirée où j'avais parlé de mes insatisfactions. Moi, ça a été un amalgame. J'ai eu une séparation. Puis là, la seule chose qui me restait de stable, c'était mon emploi. Fait que tu t'es dit, why not? En fait, c'est que je me suis dit, il me reste plus rien, sauf ça. Fait qu'en fait, il me reste tout. Tu sais, dans le sens que je peux décider, là, au lieu de regarder ce que j'ai pu, de regarder que j'ai beaucoup de possibilités devant moi. Et j'ai fait l'envoi d'une demande en médecine, mais j'ai fait plein d'autres choses. J'ai commencé à enseigner à l'université. Tu sais, je me suis placé des trucs, puis quand finalement ça s'est arrivé, j'ai eu un petit moment, là. Ça t'a pris un 2 avant de décider? Ça m'a pris du temps. Ouais. Ça m'a pris plusieurs semaines. Moi, j'ai pleuré quand j'ai reçu mon acceptation, mais de stress. Pas de choix. Est-ce que je vais me lancer là-dedans ou pas? Ça a juste pris le temps de me plonger. Mais j'ai une de mes amies dans un souper qui m'avait dit... tu sais que moi, j'ai une amie... Puis sans que je parle jamais de médecine, mais qui m'a dit... Tu sais que j'ai une amie qui a fait sa médecine à 30 ans. Puis on dirait que ça a été comme le clic de faire l'inscription pour juste que sur mon bucket list, ça soit coché. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Parce que moi, je me voyais pas comme étant une candidate qui allait être acceptée. Parce qu'il y a quand même ça.
Et voilà. Puis tu es une excellente médecin, là. Tu sais, je t'ai vu pratiquer, puis... Bien, j'essaie d'être le meilleur de ce que je peux. Mon Dieu. J'adore. Ça m'aide pas pantoute, tout ça. Non, c'est ça, ça va te mélanger. Puis, qu'est-ce qui t'a mené? Parce que là, en fait, si je me trompe pas, tu as fait médecine. Ensuite, il faut que tu fasses ta med-femme. Puis ensuite, tu es allée vers médecin accoucheuse. Ouais. Comment ça se passe, ça? En fait, tu fais dans ta formation, quand tu fais ton doctorat de premier cycle, parce que ça reste un doctorat de premier cycle, on va se le dire, en médecine, ça dure comme tu as un pré-med de 1 an pour ceux qui ont rien fait avant. Moi, j'ai sauté cette partie-là. À cause d'ergo. À cause d'ergo. Tu as 2 ans de préclinique qui sont plus des cours magistraux. Après, tu as 2 ans d'externat. Là où tu fais un peu de tout. Tu vois comme toutes les spécialités. Là. Exact. Là, tu vois ce qui t'intéresse plus, ce qui t'intéresse moins, etc. Moi, j'étais déjà assez focus sur la médecine familiale, mais tout m'intéressait. Fait que je me disais, bien, c'est excellent. Donc, ça veut dire... C'est le moment, là. De voir tout, là. Oui, mais c'était bien dans le sens que quand tu es intéressé à plein de choses, la médecine familiale, c'est vraiment une bonne porte pour aller. Parce que tu peux faire de tout. Tu aimes la chirurgie, tu peux faire des mini-chirurgies, tu aimes la gynéco, tu peux en faire plus. Bon. Moi, j'ai développé mon intérêt pour la santé de la femme à travers tout ça. Et dans ma formation, après de 2 ans de résidence, là, je l'ai fait avec McGill. Je me suis organisée pour avoir comme plus d'exposition en santé de la femme, prioritairement en planning familial. En planning familial, c'est quoi? Le planning familial, c'est tout ce qui a trait à la contraception et à l'interruption de grossesse. Dans le fond, c'est tout ce qui est alentour de comment prévenir des grossesses. Puis quand tu es enceinte et que tu ne désires pas avoir de grossesse, mais c'est quoi tes options? Oui. Ça tombe vraiment comme ça bien que ça a avec commencé. le sujet d'aujourd'hui. Ouais. Je vais te donner un peu de contexte sur à quel point que moi, je voulais que tu viennes aujourd'hui. Dans le fond, récemment, je parlais avec ma gang d'amis de filles, puis on est quelques-unes sur une pilule contraceptive. Puis là, mon amie a dit « Ah, j'ai du spotting comme pendant mon cycle. Est-ce que je l'arrête? Combien de temps je l'arrête? » Mais là, dans le fond, ça vient de où, ce spotting-là? Parce que techniquement, c'est un anovulant. Fait que, tu sais, là, on a juste réalisé pourquoi qu'on est... Puis il y en a là-dedans qui sont en santé, là, dans le domaine de la santé. Puis on est comme, pourquoi qu'on est une gang de filles, puis qu'on est aussi confuses sur qu'est-ce qui se passe. Tu sais, juste un peu de spotting, ça vient tout nous chambouler, puis on est comme, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis j'ai réalisé qu'on avait comme besoin d'un petit cours 101, santé féminine, comme comprendre un peu mieux notre corps. Puis on a vraiment beaucoup de questions. J'espère qu'on va passer au travers. C'est santé féminine de base, mais en même temps, je me rends compte que même moi, il y a des affaires de base que je sais pas. Ah, mais je veux dire, il y a des questions que vous allez poser qui sont probablement assez nichées dans le domaine de la contraception et de la santé féminine que certains médecins pourraient pas nécessairement répondre non plus. Là. Ou même certains médecins de famille, là, dans le sens que des fois, en fait, les gens ont tendance à penser que les médecins connaissent tout. Non. Entre autres, moi, la santé masculine puis l'andropause, tout ça, c'est pas ce que je connais le plus, mais je suis capable d'aller chercher de l'info ou de transférer à quelqu'un qui le fait plus. Comme à ma clinique, quand il y a des problématiques plus de santé de la femme, il y a certains de mes collègues qui vont me transférer des patients. Fait qu'il ne faut pas se sentir nounoune, là, entre guillemets, parce que malheureusement, il n'y a pas tant beaucoup d'éducation, puis c'est quand même pas si simple que ça. Non, bien c'est sûr. Là, c'est... Pas beaucoup d'éducation, puis dirais-tu pas beaucoup d'études? Bon, ça dépend. Les études en médecine, malheureusement, sont souvent là où il peut y avoir de l'argent. It's all about the money. C'est ça. Fait que... Puis je parle d'études sur lesquelles tu peux te fier. Dans le sens que en médecine, tu sais, les preuves scientifiques qu'on va utiliser pour être capable de recommander ou non quelque chose, c'est souvent des études qui sont à double insu, randomisées, contrôlées, randomisées, etc. Et donc ça coûte extrêmement cher à faire. Et c'est majoritairement des compagnies pharmaceutiques qui vont les payer.
Alors, on a beaucoup d'études sur la médication, mais tu sais, des études sur des méthodes alternatives, des médecines douces, beaucoup moins. Ouais. J'ai écouté le documentaire, puis je recommande à tout le monde de l'écouter, là, si tu ne l'as pas écouté, même toi, Joanie, là. Sur Netflix, ça s'appelle Pleasure. Tu l'as-tu écouté? Non. C'est 3, si je ne me trompe pas, 3 épisodes. C'est comme un peu documentaire. Okay. Puis bref, il parle beaucoup de la santé de la femme. Il parle de quand est-ce qu'ils ont introduit comme l'anatomie complète du clitoris dans les livres d'anatomie, etc. Puis une des scientifiques, je pense que c'est une fille vraiment comme en recherche, là, qui disait que c'était un non-sens parce qu'en ce moment, beaucoup d'études sur comme l'orgasme féminin ou la libido féminine étaient toutes faites par des hommes. Ça disait que c'était un des X, c'est qu'il y a beaucoup d'études, puis là, je ne veux pas généraliser. Il n'y a pas beaucoup de scientifiques femmes non plus. Là, on doit commencer à avoir un shift, mais ça doit quand même être la majorité. Eux, ils essayaient de trouver l'équivalent du Viagra pour femmes, puis ils étaient comme, ils sont complètement hors de la traque, là, t'sais. Je vois pas comment tu peux faire un équivalent du Viagra pour femmes. Parce que le Viagra, ça donne pas des orgasmes. Non. Ça donne une érection sexuelle, là. Non, ça donne une érection. C'est mécanique. Ouais. C'est mécanique. Ouais. Fait que je veux dire, je connais pas de grandes filles qui vont vouloir avoir juste comme le clitoris érectile tout le temps. Là, ça serait moins. Ça serait moins intéressant. Sachons-le que le Viagra n'a pas été découvert pour ça. Mais non. Hein, c'était une erreur. C'était comme un effet secondaire d'une médication qu'on testait pour le cœur. C'est vrai. Puis là, on s'est rendu compte, mon Dieu, tout le monde est bandé tout le temps. Puis là, c'est drôle quand même. Ils ont pensé à ça, puis ils se sont dit, c'est peut-être une bonne chose qu'on change notre fusil d'épaule. Ouais. Y a tout un gros chiffre de recherche. Là. On partait pour l'angine, on s'en va vers les érections. Ils sont contents parce que c'est sûr qu'ils ont fait... ironiquement, je veux dire, si t'es cardiaque, tu prends du Viagra, c'est pas bon. Là. Non, c'est ça. Est-ce qu'on part sur le cycle hormonal? Allons-y. Je pense que c'est la base, mais je pense qu'il y a trop de gens qui ne le savent pas. Ouais. Puis je pense que même nous, on va en avoir. Fait qu'on voulait savoir un peu on s'en était parlé là, même la semaine passée, là, le cycle hormonal féminin, comme les 3 phases un peu plus que... Tu sais, moi, je les connais un peu plus comme folliculaire, ovulatoire, lutéale. Oui, si je ne me trompe pas. Il n'y en a pas 4? Bon, en fait, c'est vraiment intéressant ce que vous posez comme question parce que ça dépend de quoi tu parles. Okay. Fait que quand tu parles de folliculaire et lutéal, OK, là, on parle du cycle hormonal au niveau des ovules. OK. Comme ovarien. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a les hormones. Il y en a juste 2 cycles. Il y a deux phases quand on parle au niveau de l'ovulation. Okay. Tu as la phase folliculaire ou ton follicule dominant, celui qui va devenir ton ovule, qui pourrait être fécondé, et ta deuxième partie, qui est la partie lutéale, qui va arriver si tu n'es pas fécondé. Puis qui consiste à? Qui consiste à ton ovule non fécondé qui va comme éventuellement développer un corps jaune, tout ça, puis comme se dégrader, là, si on peut dire, de façon simpliste. Après, si on regarde le cycle au niveau de ce qui se passe dans ton utérus, donc au niveau de l'endomètre, qui est la partie intérieure de ton utérus, comme la couche intérieure de ton utérus, là, tu as 3 phases. Tu as la phase menstruelle, tu as ta phase sécrétoire, puis proliférative, puis après ça, sécrétoire. Ta phase... Dans le fond, la première phase du cycle, c'est, si on compte au niveau de l'utérus, c'est jour 1, quand tu saignes. C'est toujours là qu'on commence. Fait que ça commence avec ta partie menstruelle. Puis ça va aller jusqu'à la fin de ta phase proliférative. Okay. Et tout ça, c'est toujours 14 jours. Okay. Parce que ça correspond à ta phase folliculaire. Puis ta phase folliculaire, c'est de quand tes follicules dans le fond, quand tes follicules sont recrutés jusqu'à ce que tu aies ton follicule dominant. C'est toujours 14 jours pour tout le monde, à partir du moment où tu as tes menstruations. ton premier saignement. Ça ne change pas dans le temps. Puis c'est surtout influencé par
ton estrogène. Mais il faut garder en tête que tout ça part au niveau du cerveau. Tu as l'hypophyse puis tu as l'hypothalamus. Puis eux, ils vont envoyer des hormones, la LH, la FSH, puis eux vont influencer Ton cycle. les ovaires. Puis les ovaires vont influencer le estrogène, progestérone. Fait que, c'est assez compliqué. Là, c'est pour ça que je ne veux pas comme tout vous perdre là-dedans. Fait que 14 jours fixes, c'est ta phase au niveau ovulatoire, ta phase folliculaire. Puis si on regarde au niveau de ton utérus, c'est menstruel et prolifératif. Puis après, ta dernière phase au niveau utérus, c'est sécrétoire? Après ça, c'est ton moment sécrétoire, dans le fond, où quand t'as pas été... quand ton ovule n'a pas été fécondé, puis que là, tu vas avoir ton pic de FSH-LH. Juste avant ton pic FSH-LH, tu as un pic comme d'estrogène, ça amène ton pic FSH-LH. Et là, éventuellement, ta progestérone qui va piquer. Puis là, c'est ta progestérone qui va faire en sorte qu'il va arrêter la prolifération qui se passait au niveau de l'intérieur de ton utérus qui préparait le petit nid. Pour un bébé. Pour le bébé, bien, pour le fœtus, si on pourrait dire à ce moment-là, même l'embryon, en fait. Là. Puis qui va faire arrêter ça et éventuellement dégrader et vloum, ça part. Ça peut être de longueur variable. C'est ça. D'où le pourquoi certaines femmes ont des cycles de 28 ou 29, 30, 32 exact. jours. Fait qu'un cycle peut être considéré ovulatoire entre 25 jours et 40-45 jours. Tu sais, quelqu'un qui vient te voir en clinique qui dit hey, « mon cycle est de telle longueur », est-ce anormal? Tu sais, c'est la norme, vraiment, quand est-ce que tu vas commencer à t'inquiéter pour une patiente qui a un cycle de durée anormale? Bien, en fait, il y a des signes de cycle qui sont ovulatoires, puis il y a des signes de cycle anovulatoire. Fait que quand on pense qu'un cycle est ovulatoire, en général, ça va être, comme j'ai dit, entre 25 et 45 jours. En général, c'est toujours des longueurs plutôt similaires. Fait que quelqu'un qui est toujours à 38, 39, ça t'inquiète pas? Oui, puis tu sais, ça peut varier de quelques jours, mais en général, si la personne est comme, ben moi, j'ai des cycles d'entre 30 et 35 jours à chaque fois, bien, parfait, merci, bonsoir. Les gens vont souvent avoir des signes assez classiques pendant leur ovulation, de la glaire, l'espèce de ce qui peut ressembler un petit peu à de la morphe, là, de la glaire vaginale. Ils vont avoir des fois des changements, un peu de tempérament, un peu de mastalgie, donc douleur au sein, qui peut avoir lieu avant. Fait que tout ça, c'est des signes, en général, de cycle ovulatoire. Qui est normal. Tout à fait normal. Ouais. Et il y a des gens aussi qui vont avoir des douleurs d'un côté à l'autre qui se transportent pendant l'ovulation, qui vont sentir leur ovulation. C'est normal, ça aussi. Comme dans le bas du ventre, là. Oui. Bien, dans le bas... dans le bas d'un côté, puis le mois d'après de l'autre. Des fois, on se sent juste d'un bord. Puis c'est aux 2 mois. OK. Ah ouais, on ne sent pas l'autre. Puis ça, tu le sentirais quand? Pendant l'ovulation? Pendant l'ovulation. Oui. Donc, ça peut arriver aussi. Dans les signes de cycle anovulatoire, bien, souvent, c'est des gens qui vont avoir des cycles soit très, très, très longs ou très courts, des cycles qui vont varier de façon très importante. Des fois, j'étais aux 12 jours, puis après ça, je ne suis pas menstruée pendant 3 mois. Ça peut nous donner cette idée-là. Des gens qui vont avoir aucun symptôme prémenstruel qui annonce quoi que ce soit. Si aussi on fait la fameuse courbe de température, on peut prendre notre température idéalement dans le vagin le matin avant d'avoir absolument rien fait à tous les jours. Puis quand on va être en phase ovulatoire, on va avoir une augmentation de notre température. Eux, ils n'auront pas ça. Donc, ça, c'est des signes de cycle anovulatoire. Et donc, ça va nous mettre sur la piste. Il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas normalement. Ça pourrait être quoi? J'imagine qu'il peut y avoir énormément de diagnostics différentiels, mais... Ça peut être une tonne de choses qui font en sorte que... Parce que, comme on dit, ça vient du cerveau. Fait que la chaîne de cerveau, ovaire, utérus... C'est ça. Parce que, tu sais, ça part d'un noyau dans le cerveau qui va envoyer des hormones à un autre noyau qui, lui, va envoyer... des signaux de fonctionnement aux ovaires. Puis, en plus, c'est des boucles de rétroaction. Puis, c'est selon s'ils vont vite ou s'ils vont pas vite. Là, on rentrera pas là-dedans. Mais le sport excessif
peut causer un souci au niveau de ça. Le fait d'avoir pris ou perdu beaucoup de poids de façon assez rapide peut influencer notre cycle. Il y a des maladies aussi qui causent des problèmes d'ovulation, dont le syndrome des ovaires polykystiques. Puis, il y a des gens aussi qui ont des maladies, là, des syndromes comme des premature ovarian failure, là, des POF. Fait que des insuffisances ovariennes précoces. Il y a la ménopause. Fait il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer qu'on va avoir des cycles en ovulation. Des fois, juste le stress peut nous amener des cycles en ovulatoire. Donc, par exemple, des gens qui essaient d'être enceintes puis sont tellement stressés, full anal, puis vraiment, là, il faut qu'on fasse ci, ça. Puis ils sont tellement stressés qu'ils ne sont pas dans cet état-là. Est-ce que ça arrive à tout le monde? T'sais, est-ce que tout le monde en stress peut se dire qu'ils sont dans des cycles en ovulatoire? Non. Mais on entend tout le temps cette histoire-là. Ça pourrait causer... Ben oui, mais tu sais, la classique, la personne qui, ça fait 10 ans qu'elle essaie, ça ne fonctionne pas, elle décide d'adopter, puis elle tombe enceinte c'est fou, ça. 6 mois plus tard. Ben c'est ça. Elle a lâché prise, puis boum, tu sais, ça s'est passé. Enceinte, là. En même temps, c'est tellement genre... J'ai des amis en processus de fertilité, puis ils sont tellement tannés de juste se faire dire comme fais juste arrêter de stresser. Ils sont mais comme, ça, j'essaie. le processus de... Moi, j'ai eu mon bébé par fertilité. Là. OK. C'est un sujet délicat, comme tout en santé féminine aussi, là, mais c'est qu'il n'y a jamais en santé féminine une personne qui va être pareille que l'autre. Puis les gens se permettent beaucoup de commentaires. Puis c'est souvent, moi, là, quand j'étais menstruée comme ça, etc., mais c'est pas pertinent. Parce que toi, c'est un N égale 1. Toi, dans la littérature, en soi, tu es une personne. C'est correct, ton histoire, mais c'est pas prouvé. C'est pas la assez. population C'est complète, ça. là. Fait que souvent, les gens vont, juste pour être fin, conter leur histoire de moi, c'était ci, c'était ça, tu sais. Moi, j'ai une histoire de fertilité, puis j'ai certaines amies en fertilité qui sont pas capables de l'entendre parce que eux, ils sont dans ce qu'ils considèrent comme un plus gros struggle, puis c'est correct, tu sais, parce que, tu sais, chaque histoire est différente, là. Puis là, vous avez nommé des hormones que je connaissais pas. Il y a comme la progestérone, il y a l'estrogène, puis il y a le LH, FSH. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Je savais même pas que ça existait. OK. Puis ça m'intéresse les variations de comme progestérone et estrogène sur comme qu'est-ce que ça fait comme effet dans le corps. Puis pourquoi aussi qu'on calcule pas, en fait, ce niveau d'hormones-là? Comme, j'ai pas l'impression qu'on le prend tant en compte, mais est-ce que ça a réellement un effet? C'est comme 8 questions en une, mais... Oui, c'est ça. C'est pas vrai. Je l'ai lu dans votre question. Pourquoi on ne dose pas les hormones? C'est faux. On les dose, les hormones, quand on doit les doser. OK. OK? Mais, tu sais, souvent, les gens vont arriver dans nos bureaux pour nous dire « dose-moi ça. Puis ça ne change pas notre conduite. OK. OK? Fait qu'en médecine, on va doser des hormones quand ça va changer notre conduite. Okay. Sauf que si une personne arrive dans mon bureau parce qu'elle a des symptômes de préménopause qui sont clairs, bien, je vais traiter ces symptômes de préménopause. Je n'ai pas besoin de faire des tests pour voir si son taux de FSH, LH nous démontre qu'effectivement, elle peut être dans ce créneau-là. Ouais. Parce que de toute façon, je vais les traiter, ces symptômes. Fait que pour moi, ça ne change rien. Fait que c'est là où il y a la différence. Les moments où on va doser, c'est souvent la LH puis la FSH qu'on va doser parce que c'est eux qui vont avoir une influence sur ton cycle ovarien puis sur ton niveau d'estrogène puis de progestérone. On peut doser l'estrogène puis la progestérone, mais dans des cas plus particuliers qui là, vont au-delà vraiment là, de ce que moi, en général, je fais. Puis pour avoir une réponse qui est valable, il faut qu'on le fasse à un moment très précis de ton cycle. Okay. Parce que sinon, si on ne sait pas t'es où dans ton cycle, on ne peut absolument pas interpréter ton niveau d'hormones. Fait qu'on le fait toujours à peu près au jour 2 ou au jour 3 là, de tes règles pour voir est-ce que son niveau de FSH est full élevé. Puis si c'était le cas, ça nous donnerait
l'idée qu'il y a quelque chose qui est anormal, qu'on s'en va vers soit une insuffisance ovarienne ou une ménopause. C'est tout dépendant de ce qu'on cherche. Fait qu'on les dose, ces hormones-là. Puis la LH, la LH puis la FSH, eux, sont sécrétés au niveau de... Donc, c'est sécrété au niveau du cerveau, là, dans le fond. Fait que c'est un axe là, qui s'appelle HHO pour hypothalamus, hypophyse, ovaire. Puis l'hypothalamus vers l'hypophyse va envoyer une hormone qui s'appelle la GnRH, gonadotropin releasing hormone. Puis après, selon le rythme, s'il va rapidement ou peu importe, bien, il va avoir un effet sur l'hypophyse. Puis l'hypophyse va envoyer des signaux avec la FSH puis la LH. Mais ça, c'est assez complexe parce que ça a des boucles de rétroaction aussi. Donc, en fonction du niveau, ça peut aller diminuer le rythme de... Puis c'est comme, honnêtement, c'est très complexe. Tu sais, je l'apprends jamais par cœur. Je regarde dans mon tableau souvent pour voir on en est où, puis tout ça. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est du fine-tuning. Tu sais, c'est pas tant utile de connaître ça. Mais c'est quand même intéressant ce que tu disais, Marie-Lou, parce qu'on est tellement stické, je trouve, estrogène, progestérone, mais il y en a des dizaines et des dizaines d'autres hormones qu'on parle pas souvent. Là. Moi, je savais pas. Mais dans le cycle, ce qui mène le cycle, tu sais, ton estrogène, tu vas en avoir dans ta première partie du cycle qu'on en parlait, la phase folliculaire, puis tu vas avoir un espèce de pic d'estrogène. Vers quand? Comme juste avant ton ovulation. Puis ça va... Tu as un pic de FSH-LH qui va arriver au moment de l'ovulation. Puis après ça, dans ta deuxième partie, tu vas avoir un autre pic d'estrogène puis un pic de progestérone. Fait que c'est là qu'on devient un petit peu plus moody puis pas agréable. Donc, c'est beaucoup... C'est pas pour rien qu'on connaît l'estrogène et la progestérone. D'une part, parce que c'est vraiment les deux hormones principales féminines qui ont des impacts. C'est eux qui jouent sur ta menstruation, mais la LH puis la FSH sont aussi très importants. Aussi, exact. Et on les connaît aussi parce que c'est ce qui fait partie de la pilule contraceptive ou des moyens contraceptifs qui existent en termes de ce qui existe de médicaments. Puis comment que... Parce que ça, c'est aussi vraiment intéressant, ça m'intéresse. Là. J'ai une longue épopée de moyens de contraception. Comme beaucoup de femmes. Comme beaucoup de femmes, mais tu sais, en tout cas, je l'ai déjà partagé dans le passé, mais moi, dans le fond, j'étais juste sur la pilule contraceptive d'estrogène, tu sais, qu'on recommande. Estrogène, progestérone. On n'a jamais juste de l'estrogène. Okay, parfait. Estrogène, progestérone. J'étais là-dessus. Je faisais énormément d'anxiété. Puis, comme pendant, 8 ans, puis j'ai été diagnostiquée avec un trouble anxieux, pendant ce temps-là, etc. Puis, un beau jour, je me suis dit, hey, ça fait comme des années que je prends ma pilule en continu. What if que ça a des changements sur moi? J'ai arrêté de la prendre. J'ai plus jamais refait d'anxiété depuis. Puis là, j'ai essayé le stérilet sans hormones. J'ai essayé l'anneau. Ça a pas... tout n'a pas fonctionné. Là, je suis sur une pilule juste de progestérone. Mais, tu sais, comment qu'on fait pour savoir? Est-ce que c'est vraiment juste t'essayes tout ce qu'il y a puis tu trouves ce qui marche ou il y a moyen de être un peu plus réactif ou peut-être de ne pas passer par-dessus les symptômes? Moi, je trouve ça plate d'avoir eu 8 ans de ma vie où est-ce que j'ai juste passé par-dessus un symptôme qui était en lien avec ma contraception puis que je ne l'ai pas su. Oui, puis ironiquement, je veux dire, on s'entend là, que les hommes passeraient pas à travers tout ça. On va te le dire. Hein? Oui, on peut le dire, absolument. Écoute, les méthodes contraceptives, c'est très complexe. Puis, il n'y a pas une méthode, c'est pas une méthode qui peut aller pour tout le monde, malheureusement. Fait qu'il faut analyser beaucoup de choses quand on choisit une méthode contraceptive ou pas. Puis malheureusement, ta sensibilité aux hormones, on peut pas la connaître avant de l'essayer. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir beaucoup d'essais-erreurs dans la méthode contraceptive. Puis, à force de voir, OK, mais ça n'a pas fonctionné, on peut essayer telle chose. Mais il n'y a pas de...
il n'y a rien de magique. Après ça, on pose des questions pour voir qu'est-ce qui irait le mieux à chaque personne. Qu'est-ce qu'ils ont déjà utilisé? C'est quoi le type de relation qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont ouverts à prendre des hormones ou pas? Puis s'ils ont déjà eu des hormones, est-ce qu'ils ont déjà bien réagi? Si oui, non, pourquoi, etc. Est-ce qu'ils veulent des enfants éventuellement ou non? Puis à quel point ça serait un désastre d'être enceinte ou pas? Parce que ça compte, tu sais, à savoir comme est-ce que c'est une possibilité pour toi de tomber enceinte puis d'aller soit vers un avortement ou vers une grossesse évolutive? Puis si ta réponse, c'est 0 % que ça peut arriver, bien c'est sûr que là, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas utiliser en contraception. Comme pas mal toutes. Sauf, Il y a rien qui est 100% en fait, l'abstinence. parce que là, ça serait de répondre, c'est quoi les méthodes les plus efficaces? En ce moment, la méthode la plus efficace, c'est l'abstinence. Ouais. Sauf que malgré tout, les études prouvent que c'est à peu près une 20aine de % d'échecs parce qu'en fait, personne n'est abstinent. J'étais comme, comment il peut y avoir de l'échec dans l'abstinence? Parce que les gens pensent... Parce que moi, j'ai 2 patientes jusqu'à date dans ma carrière qui ont été enceintes en étant vierges. Oui. OK? Fait que, oui. Quoi? Oui. J'adore ces histoires. Oui, madame. Donc, moi, j'ai vu ça à la salle d'accouchement, une madame qui me demande, on a fait le cœur fœtal, tout est beau, puis je lui explique que je vais faire un examen au spéculum parce qu'il y avait eu des saignements, tout ça. Bon, puis elle me dit, mais est-ce que ça va affecter ma virginité? Puis là, c'est sûr que j'ai eu un lag. Là. Je me suis dit... Le même lag que j'ai en ce moment. Oui. Là. Puis là, tout le monde me disait, mais c'est quoi le mensonge? C'est quoi le mensonge? Es-tu pas enceinte? Ou es-tu pas... C'était les deux. Elle était enceinte et vierge. OK? Fait que ça se peut. Fait que les gens pensent que l'abstinence, c'est ne pas avoir un pénis qui rentre dans le vagin. OK. Ouais. Et donc, si on a du frotti-frotta, puis qu'il y a une éjaculation externe, bien, hein? It can happen. Et ça, c'était peut un arriver. spermatozoïde Ça, motivé, là. Puis là, tu penses à ceux qui sont en fertilité, qui sont comme, pardon! Là, qui tombent enceintes, sans pénétration. C'est pas gentil. Mais oui, moi, j'en ai vu quand même à 2 reprises. Fait que, À 2 reprises. 2 reprises. Quand même. Ça fait pas si longtemps que ça que t'es médecin. Non. C'est pas, Ça te chicotait-tu en tant que personne qui est allée en fertilité, en plus? Non. Tu te détaches, là, quand même. Moi, mais... vraiment. Moi, j'ai pas ça. J'ai jamais été pas contente des gens enceintes. Ce qui vient me chercher le plus, moi, c'est ceux qui sont enceintes et qui sont... j'essaie de trouver le mot en français, careless. Qui font Qui pas s'en foutent attention. un peu, là. genre? Qui font pas attention. Ouais. Ah, je comprends. Puis qui ont... Tu sais, ça vient me chercher. Le bébé naît, j'ai envie de le prendre puis dire, moi, je vais t'aimer. Suis-moi. Viens avec moi, mais là... Ça, c'est un petit trigger que j'ai. Mais sinon, le reste, non. Ouais. Fait que, donc, l'abstinence n'est pas la meilleure solution. Mais dans les méthodes contraceptives les plus efficaces, c'est l'implant. Qui est, Oui? Ah, je savais pas ça. Ça, c'est relativement nouveau, non? C'est nouveau, mais on dirait que c'est tout le monde pas a fait nouveau, un alléluia. c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'en Europe, ça existe. Mais tu sais, nous, on est toujours bien arriérés au niveau de nos méthodes. Et ça fait quand même plusieurs années que ça a été accepté par Santé Canada, mais là, le temps de former les médecins, les habituer à tout ça. Mais donc, il y a moins de 0,5 échecs par 1000. Oh boy! Donc, l'échec quasi nul. est pratiquement inexistant. Donc, ça, c'est la méthode en ce moment qui existe, qui est la plus efficace, mais qui n'est pas sans effet secondaire. Ça, il faut faire attention quand on parle efficacité pour ne pas tomber enceinte versus qu'est-ce que je vais subir en le vivant. Les effets secondaires les plus fréquents avec l'implant sont les quoi? saignements. Ah ouais, hein? Genre Les spotting? Saignement. Ça peut être du spotting. Il y en a qui saignent comme constamment. Ce qu'on peut faire, c'est de donner de la médication pour limiter les saignements. Mais tu sais, c'est parce que là, tu te retrouves avec un implant, de la médication. Moi, j'avais ça avec mon stérilet sans hormones. J'étais en hémorragie pendant 10 jours. Mais ça, c'est avait différent. aucun bon sens. La cause est différente. Oui. Mais c'est juste qu'ils m'ont donné de la médication. Puis j'étais comme... Mais dans le fond, j'ai le stérilet pour pas prendre de pilules, mais il faut que je prenne des pilules quand... J'étais comme...
Bon. Dans le fond, je vais juste changer d'option. Ouais. Puis l'implant, ça me stressait parce que vu que je suis sensible aux hormones, j'étais comme, si ça ne fit pas... je sais pas, Bien là, je tu trouvais prends ça- quand même de la progestérone par la bouche. Oui, oui. Oui, puis c'est... L'implant, c'est de la progestérone. Ah, c'est juste la progestérone? Mhm. Bien là, c'est ça. Moi, je suis aussi intéressée de savoir puis j'ai des consoeurs qui vont écouter ça parce que je me fais souvent écrire par rapport à ma pilule puisque j'en avais déjà parlé dans le passé, mais comme... Tu sais, c'est quoi les options qui sont avec hormones, sans hormones, Ouais. juste estrogène, progestérone, juste progestérone? Ouais. Comme... Fait que dans les méthodes contraceptives, tu as les méthodes qu'on appelle naturelles. Donc, dans les méthodes naturelles, tu as celles qui vont suivre leur cycle, Ouais. tout ce qui est symptothermie et compagnie. Température rendue là-dedans. Oui. Et ça, en général, selon les études, c'est à peu près une vingtaine de % d'échecs. It's a lot. It's kind of a lot. Il y a des gens qui sont full symptothermistes, tout ça, puis ils vont dire que c'est moins que ça, mais dans la réalité, ce qui est recensé, c'est ça. Fait que c'est ce qui est température, coït interrompu, tout de pas dans tes jours d'ovulation pendant un nombre de temps de pas avoir de relations et compagnie. Donc, ces méthodes-là, en général, quand on les regroupe, là, c'est entre 20 et 25 % d'échecs. Ça, c'est dans les méthodes naturelles. Après, tu as les méthodes barrières, donc qui n'ont pas non plus d'hormones. Le fameux condom. Le condom, sur 1000 personnes qui vont l'utiliser, tu as 180 échecs. Fait que c'est quand même un 18 là, si on calcule à peu près d'échecs. Là, on parle d'un... Quand on dit 18 c'est sur l'utilisation actuelle. Tu sais, dans le sens qu'on dit qu'on prend le condom, puis là, de temps en temps, on va commencer sans, puis C'est ça, éventuellement... l'affaire, là. Il y a des taux d'échec, mais comme... Moi, quand le taux d'échec, c'est parce que le monde, ils font pas... Ils n'utilisent pas la contraception. Je suis comme... Bien là, on regarde Fausser les l'utilisation comme l'utilisation normale. C'est la même chose pour la pilule. Il faut penser que des fois, on va oublier de la prendre. Mais c'est ça. Fait qu'on peut pas juste dire, bien, ça va être tant de pourcents, puis présupposer que toi, tu n'auras jamais ce moment-là où soit le condom va exploser, ou soit qu'au tout départ, il y a eu un petit zouizoui sans condom, puis on l'a fini avec condom, bon, etc. Fait qu'il y a le condom, il y a le condom féminin aussi, qui est à peu près dans les mêmes zones de non-efficacité. Le diaphragme. C'est qu'est-ce que le diaphragme? Je ne le connais pas, moi. C'est comme une espèce de petit cap que tu mets à l'intérieur. Comme ça va aller se coller au niveau de ton col, l'utérus. Personne n'utilise ça. Mais je veux dire, ça existe. Le pire dans toutes ces méthodes-là, c'est le spermicide. Donc, c'est celui qui a le moins d'efficacité. Je pense que ça remonte dans les 30-ish % de non-efficacité. Donc, c'est comme une espèce de crème qui tue les spermatozoïdes là, que tu vas t'injecter dans le vagin avant la relation sexuelle. Fait que ça, Je savais même pas que ça existait, ça. Non, non plus. oui, spermicide. Bien, c'est correct que vous l'oubliez tous. On peut oublier ça tout de suite. Donc, toutes les méthodes barrières, ça compte là-dedans. Je prends un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison. On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Oli et je vous offre un petit code promo de 10 % de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à l'épisode. Donc, quand on regarde après ça, on peut aller vers les méthodes qui sont dans les méthodes non hormonales. Il y a le stérilet de cuivre que tu as mis, qui est, somme toute, très efficace. OK, donc On est juste pas très amis. 3 échecs sur 1000, hein, fait que c'est moins d'1 % d'échecs. Ah ouais, hein? Ouais. Mais ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la méthode fonctionne par inflammation. OK, donc le cuivre qu'on va t'installer à l'intérieur de l'utérus rend l'utérus un milieu hostile. Donc, non propice à l'implantation d'un embryon. OK? Donc, ça fait des périodes menstruelles qui sont plus longues, plus de saignements,
plus de crampes menstruelles. Donc, les gens qui sont déjà assez en douleur dans leur période menstruelle ou qui ont des périodes qui sont déjà longues ou qui sont anémiques, c'est pas une méthode qui va être parfaite pour elles. Mais effectivement, on peut aller contrer ça en donnant du naproxen ou un anti-inflammatoire qui non seulement va diminuer tes douleurs, mais qui va diminuer aussi les saignements. Donc, la méthode de cuivre, je te dirais, stérilet de cuivre, c'est quand même assez populaire pour ceux qui ne veulent pas du tout d'hormones, parce que ça ne changera pas du tout ton cycle. Ça n'aura aucun impact sur ton humeur ou quoi que ce soit. Puis, c'est la seule méthode aussi qui est payée par le gouvernement quand tu as un avortement. Donc, les stérilets d'hormones ne sont pas couverts, mais si tu as un avortement, tu peux avoir gratuitement un stérilet de cuivre. Mais pas les autres. Pas les autres, OK. qui valent plus cher. Oui, parce que c'est cher quand même. Mais c'est un peu ironique quand tu y penses, parce que tu te dis, il faut que tu te rendes à l'avortement Pour avoir... Ah, mais là, Trudeau n'a pas annoncé que ça va être gratuit, là, tous les moyens de contraception pour les femmes. Ah, J'ai vu ça passer. Ah, si c'est le cas, je le sais. Les médecins n'ont pas eu le mot, en tout cas. Non, je pense que ce que tu parles, c'est que pour le fédéral, ils ont des serviettes sanitaires, des produits... Non, il y a eu... Mais tu sais, après ça, c'est un tweet qui a été partagé. Ouais, là, genre... je te l'enverrai. Écoute, Ouais. Ça n'a sûrement pas été implanté encore, parce que là, mais... la santé appartient pas au fédéral, là, donc je ne sais pas trop comment ils vont fonctionner. Bien, je sais qu'ils peuvent, mais j'ai pas été mise au courant de ça. Bon. Fait que là, tu as la méthode donc de stérilet de cuivre que tu as déjà essayé puis qui t'as pas faite. Oh mon Dieu. Puis Ça donc il y en pas a mon qui humeur, non, mais ça oui, l'affectait mais mon oui, humeur. Mais tu sais, tu me dis exactement. ça, puis ça me fâche un peu parce que moi, dans le temps, là, je suis rendue bonne, mais j'avais des cycles, ou plutôt j'étais menstruée pendant comme un 10 à 12 jours. C'est énorme. Saignement vraiment abondant. Là. Tampon plus, serviette plus, puis je me vidais. Là. J'avais des crampes menstruelles à n'en plus finir, puis j'avais beaucoup de suppléments de fer parce que je faisais de l'anémie. Et on me proposait ça comme un premier choix. Ah, bien, ça, c'est totalement inacceptable. Fait que ça m'a Totalement viré, inacceptable. Ça m'a viré, mais c'est comme poche un peu parce Non, qu'après ça... c'est pas poche. C'est inacceptable. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est totalement inacceptable. Mais les gens prennent pas le temps de faire des counseling qui ont du bon sens. Ouais. Fait que on n'aurait jamais dû te proposer cette méthode de contraception-là. Jamais. Mais je pense qu'il y a aussi un peu de ma motivation de pouvoir faire ce type d'épisode-là parce que j'ai l'impression que c'est compliqué, oui, puis c'est beaucoup d'informations, mais si, en tant que femme, on le sait pas, si j'ai l'impression que c'est comme si on peut pas être en contrôle de ce qu'on prend parce que, tu sais, moi aussi, j'ai eu des recommandations qui fitaient, tu sais, dans... Bien, on s'entend que si tu vas chez un médecin qui prend 5 minutes puis qui prescrit un peu n'importe quoi, puis il prend pas le temps parce qu'effectivement, moi, je sors le tableau puis je leur montre tout ça, mais est-ce que j'ai un médecin qui fait du débit? Non. J'accepte le fait de voir moins de patients, puis on s'entend, on est payé à l'acte. Mais ça, moi, je ne serais pas bien dans ma pratique, puis j'ai plein de collègues qui font exactement la même chose que moi. Là. Mais est-ce qu'il y a des médecins qui voient leurs patients en 5 minutes? Est-ce que 5 minutes, c'est assez pour faire un counseling de contraception? Non. Surtout quand on parle de quelqu'un qui est naïf puis qui connaît pas ça. C'est ça. C'est une jeune femme qui n'est pas du tout en santé, qui est au secondaire. Bien, une jeune femme, mais j'ai 28 ans, puis... C'est comme moi, j'ai des patients... Je commence à comprendre parce que j'ai tout vécu ça, mais... Moi, j'ai des patients qui se sont fait dire que c'était impossible qu'il y ait un stérilet parce qu'elle était vierge. C'est faux. Seigneur. Mais il faut que tu aies un très bon counseling. Moi, j'en installe des stérilets chez des patientes vierges parce que après tout ce qu'on a discuté, puis avec toute leur histoire, c'est ce qui fit le mieux. Mais on s'entend qu'on fait ça de façon... lente. On se prépare, puis des fois même, il y a les mamans qui viennent avec elles. C'est bon. Fait que là, on a passé les méthodes non hormonales. Méthodes hormonales. Ouais. Donc, les méthodes hormonales, on ne va jamais avoir de l'estrogène seul. Okay? Ça, c'est impossible parce que ça augmenterait des chances de cancer. Cancer utérin, entre autres. Fait qu'il faut toujours que ton estrogène soit opposé avec la progestérone. Sinon, tu ferais juste comme grow, puis rien pour l'arrêter. C'est impossible. Donc, dans les méthodes contraceptives, tu as la pilule contraceptive, tu as l'anneau, tu as la patch. Ces trois-là, c'est la même affaire. C'est de l'estrogène puis de la progestérone. Ça a le même niveau d'échec, c'est-à-dire 90 échecs par 1000 personnes dans une utilisation standard.
Et puis, dans les trois, tu vas avoir de l'estrogène et de la progestérone. Progestérone pour opposer l'estrogène. Donc, il n'y a pas tant de rôle autre que ça. Et comment ça va fonctionner, c'est que ça va te donner des cycles qui sont anovulatoires, donc tu n'auras pas d'ovulation, point. Il y a des contre-indications à cette méthode-là. Ce sont des contre-indications qui sont liées à l'estrogène. Donc, les personnes qui ont déjà eu des thromboses, des phlébites, là, des caillots, soit dans les jambes ou n'importe où ailleurs, ou des embolies pulmonaires, ne peuvent pas prendre ça. Ceux qui ont des problèmes de coagulation aussi ne peuvent pas. Si tu as des maladies de foie actives, cancer de foie ou maladie de foie qui est importante, on ne peut pas non plus. Si tu fumes plus que 15 cigarettes et que tu as en haut de 35 ans, on ne peut pas prendre la pilule contraceptive. Si tu as une hypertension qui est non contrôlée, on ne peut pas non plus aller vers l'estrogène. Les migraines, avant, c'était pas de migraine, impossible. Maintenant, c'est un petit peu plus lousse. Si tu as des migraines avec aura ou des migraines accompagnées qui donnent des symptômes neuro assez atypiques, habituellement, on va se garder une petite gêne ou on peut essayer, tout dépendant de la symptomatologie, mais si jamais ça te causait plus de migraines, alors il faut complètement l'arrêter. Donc, il y a quand même des contre-indications à l'estrogène. Si on ne rentre pas dans ces contre-indications-là, alors on peut l'essayer. Et là, on rentre dans une dalle de... Il y en a qui sont fortes, il y en a qui sont moins fortes, il y en a qui sont faibles. Fait que là, ça, des fois, c'est des essais. Hein? On peut comme super bien réagir à une, puis l'autre un petit peu moins. Mais bon, on ne rentrera pas là-dedans. Mais ça, c'est cette méthode-là qui fonctionne. C'est assez populaire chez les adolescentes parce que ça traite l'acné aussi. Donc, en général, des fois, on va même juste la prescrire pour l'acné. Et donc, il y a ces trois méthodes-là qui existent. Si on va vers, on ne prend pas d'estrogène, on a mal réagi, on va essayer juste la progestérone, bien là, il y a la méthode de la pilule de progestérone, il y a l'injection de progestérone, donc le dépôt Provera qui est aux 3 mois. Il y a le stérilet qui a juste la progestérone et l'implant qui a juste la progestérone. Comment ça fonctionne, la progestérone? Bien, c'est que ça va créer une espèce de barrière de glaire cervicale et utérine qui rend l'utérus non propice à avoir une implantation. Donc, il y a de l'ovulation à ce moment-là, mais il n'y a pas d'implantation. Fait que la méthode n'est pas la même. Donc, ton cycle en soi reste quand même. Et là, c'est là que le spotting rentre en jeu. Donc, en général, quand on a des méthodes juste à progestatif, il y a comme un petit peu plus d'instabilité au niveau de l'endomètre, parce que c'est un des rôles de la progestérone. Puis là, il peut avoir nos fameux spottings. Ce qu'il faut garder en compte aussi, c'est que la pilule de progestérone, il faut la prendre à heure fixe. Mais moi, ma pilule... Toi, tu as la Slind, oui, c'est ça. qui est la nouvelle, qui a une demi-vie qui est plus longue et donc qui pardonne plus en termes d'oubli, mais qui n'est pas couverte par le gouvernement. C'est l'oncle à mon chum. Qui a développé la Slind. Et donc, nous, c'est sûr, si tu as des assurances, on la prescrit. C'est très faible dans ma clientèle à moi, là, parce que je travaille dans l'Est de Montréal, donc c'est moins des gens qui ont les moyens pour ça. Mais la Slind, effectivement, tu peux te permettre des oublis un peu plus. Ouais, je ne l'oublie pas. Là, moi puis mon chum, on a un timer. Si tu as un moyen de contraception qui n'est pas un anovulant, qu'est-ce qui se passe avec le... Parce que l'exemple de spotting que je disais tantôt, c'était une de mes amies qui est sur la pilule contraceptive avec estrogène. Ouais. Fait que c'est pas, mettons, c'est pas un signe commun de progestérone, par exemple. Non. Mais ça peut arriver qu'on spotte sur la pilule, surtout si on la prend en continu depuis longtemps. Puis qu'à un moment donné, bien, au niveau de l'endomètre, il y a un peu d'accumulation. Puis là, ton endomètre va... Et ça n'a pas rapport avec l'ovule? Pas du tout. OK. Ça semble simple comme question, mais... OK. Parce que, tu sais, puis je suis aussi curieuse de t'entendre sur la fameuse période d'arrêt, là, qui est comme suggérer les petites pilules de sucre là, qu'on prend. Est-ce que ça, c'est nécessaire? Pourquoi qu'on la prendrait en continu? Est-ce que c'est nécessaire d'être menstruée? La réponse est non. OK.
Donc, il y a des femmes pour lesquelles ils veulent absolument... Parce que, par exemple, dans les stérilés à hormones, en majorité, il n'y aura pas de menstruation pendant 5 à 7 ans. Ouais. Mais il y a des femmes pour lesquelles c'est important pour elles d'avoir une perte sanguine au mois-ish. Ça les fait sentir qu'ils ont un cycle normal, puis ça les rassure. Okay. Ce que je leur explique, c'est qu'ils n'accumulent pas leur menstruation à l'intérieur d'elles-mêmes. Mais non, mais j'ai vraiment l'impression qu'on pense que beaucoup de monde qui pense que c'est ça. Ils ont 7 ans de menstruation à l'intérieur. Exact, imagines-tu? Tu sais, mettons, je fais du spotting, ça doit être parce qu'il y en a trop, fait que je vais arrêter pour laisser couler non, ça. Ça. Ça, c'est ce que j'entends vraiment c'est souvent. pas ça. Fait que dans le fond, là, il faut voir ça comme un mur de briques qu'à un moment donné, tu défais. Bien, s'il n'y en a pas de briques, tu n'as rien à défaire. Fait que quand tu as l'hormone en continu, c'est que l'espèce de mur endométrial qui se pond, qui se grossit pendant la phase proliférative, il ne se grossit pas. OK? Mais oui, des fois, il y a, surtout avec les méthodes de progestatifs, des fois, sur des pilules qui sont un petit peu moins fortes aussi, on peut avoir un peu de spotting. C'est un élément qui est très présent dans l'implant. Okay. Moi, à un moment donné, j'en enlevais tellement à cause de ça. Le mettre est super facile. L'enlever, ça prend quand même un petit peu plus de skills. Parce que les gens étaient comme, pour vrai, non merci. Mais à un point tel que maintenant, on a de la médication. Il y a comme comme une recette là, de quoi donner, mais souvent, c'est des anovulants aussi. Fait que c'est comme drôle. Tu te retrouves à prendre la pilule. Alors que tu avais un implant. Mais bon. Fait que pourquoi que quand on prend les pilules de sucre, mettons, quand on prend la pilule contraceptive avec estrogène, progestérone, peu importe, pourquoi que là, on saigne? Parce que là, tu arrêtes complètement tes hormones. Fait que ça revient, ça revient dans ta période juste après l'ovulation, quand tu n'as pas été fécondé. Tu vas avoir un pic d'estrogène, un pic de progestérone, puis ils vont redescendre rapidement. Puis c'est dans cette redescente-là que tout que ça va se desquamer puis que tu vas avoir ta menstruation. Puis c'est la même chose pour la pilule. Donc, tu arrêtes complètement tes hormones, fait que toutes les hormones sont parties, puis là, boum, ça déclenche ta menstruation. OK, parfait. Sinon, bien, tu restes sur un montant d'hormones, fait qu'il n'y a pas le moment où ça va faire comme je vais avoir un... Ouais. Puis pour l'efficacité, est-ce que c'est mieux de la prendre en continu? Non. Non, OK. Ça ne change rien. En termes d'efficacité, non. Je te dirais, est-ce qu'il y a moins d'oubli quand on la prend toujours en continu? Admettons que les gens ne prennent pas leur pilule de sucre parce qu'ils sont comme, c'est pas nécessaire. Bien là, peut-être qu'il y a des oublis. C'est un peu comme la patch. Tu l'enlèves et il faut que tu penses à la remettre. L'anneau, c'est la même chose. On l'enlève pour les relations sexuelles, mais il faut que tu la remettes après. Fait que, est-ce qu'il y a plus d'oubli? C'est possible. Il faut arrêter d'oublier. Ça faut pas oublier. Ça affecte les stats. Là. C'est à cause de tout le monde qui oublie. C'est ça. Mais tu sais, ça peut être aussi bête qu'une gastro, puis là, tu t'absorbes pas. Puis... je viens de penser à cette question-là. J'en avais un autre qui était préparé depuis un bout, mais admettons, là, j'ai pas ça en ce moment. En même temps, j'ai un stérilet, je viens de voir, je te dis, je veux me le faire enlever. Là. Tu me poses-tu comme question quand a été ma dernière relation sexuelle avec pénétration, mettons? Non. J'ai une patiente, l'autre fois que c'est arrivé, elle s'est fait enlever son stérilet. Puis, comme la veille, elle avait une relation sexuelle. Mais tu sais, tu tombes enceinte? Est-ce que c'est impossible? Je dirais pas que c'est impossible, mais très peu probable. Okay. Tu sais, en soi, le stérilet est aussi une méthode de contraception d'urgence, celui de cuivre. Donc, dans les 7 jours post-relation, on pourrait aller installer un stérilet, puis ça pourrait être une contraception d'urgence. Est-ce que c'est impossible? C'est une vraiment bonne question. Est-ce que c'est impossible? Non. Mais si tu avais un stérilet hormone, c'est pas possible parce que tu n'auras pas ovulé. Il n'y aurait pas eu d'ovulation. Fait que non. C'est sûr que non. Avec celui de cuivre, dans ma tête, mais tu es encore... C'est pas parce que tu l'enlèves là que tu n'as pas eu l'inflammation qui vient avec. Fait que
Peu de chance. Peu de chance, très peu de chance. Mais tu sais, j'en ai eu des patientes qui sont tombées enceintes avec des stérilets, là. Oui. Fait que, tu sais, ça existe. J'ai même eu une patiente qui a été avortée, pour lesquelles on a mis un stérilet, puis qui est revenue avec un bébé et un stérilet. Elle avait des jumeaux. Oh! Barouette. Ouf! Il y en a un qui est parti, pas l'autre. Eh, Seigneur. Ah, OK, ouais. Ah, oui. Puis on... C'est effrayant. My worst fear. Ah non, mais... Non, mais tu sais, Ouais. c'est ça. Tu sais, Ouais, ça te demande tout ton courage pour Ouais. aller faire... c'est... Oui, j'étais-tu externe ou résidente à ce moment-là? J'étais Bref, je faisais un stage en planning familial, puis... Ouais, c'est poche, hein? poche. Ouais. C'est très rare que ça arrive, parce qu'en général, tu sais, on vérifie les produits de conception, tout ça, puis on va s'assurer que... Mais s'il y a un produit de conception d'un bébé, puis Ouais. qu'il n'y a pas eu d'écho pour dire qu'il y en avait plus qu'un... Tu sais, je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais, comme j'ai pas fait le suivi de tout ça, mais bon. Fait que, tu sais, ces affaires-là, ça peut arriver, mais est-ce que c'est la norme? Ben non. Ouais. Mais depuis tantôt, on n'a jamais dit qu'une des méthodes était à 0 d'échec. Même si t'es vierge. Même si t'es vierge. Même si l'abstinence. tu es vierge. C'est quand même pas pire. Moi, j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui vivent des genres de symptômes. Est-ce une vraie vaginite ou que ça ressemble à une vaginite? Tout le temps dans environ la semaine avant de tomber dans leurs règles. T'as-tu vu ça? Tu vois-tu ça? Il y en a qui m'en parlent, oui, avant ou même après. Il y a... Est-ce que c'est des vaginites ou pas, là? Ça dépend vraiment des gens, OK? Parce que là, il y a bien des diagnostics différentiels d'une vaginite. Puis on a tous des champignons, hein, puis des bactéries dans le vagin. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir un déséquilibre de la flore vaginale, du pH avant. Puis en général, si la personne avait des inconforts, un peu de prurie, là, donc un peu de... Sécrétion? Non, un peu de... Quand ça pique. D'irritation, là? Oui, d'irritation. Quand là, ça pique. Ça pique, là. Prurie étant le mot Scientifique. médical là, pour dire ça pique. Puis ils ont leur menstruation, puis après ça, ça arrête. En général... Faites pas ça, là. Non. Ouais. Non. OK. Tu sais, même les vaginoses bactériennes, par exemple. C'est quoi la différence de premier abord là, pour les gens qui nous écoutent puis peut-être qu'ils ne savent pas Une vaginite, vaginite, dans le fond, c'est une infection à levure. Donc, c'est des champignons. Une vaginose, c'est une infection bactérienne. Donc, il faut que ça soit traité avec de la médication. Alors qu'une vaginite, il faut que ça soit traité avec des antifongiques. Puis les Une vaginose, ça symptômes. ne pique pas en général. Ça a des pertes qui sont... Ça peut être différent, là, mais grisâtre-ish. Ça sent le poisson. OK? Fait que les gens vont consulter parce qu'ils puent. OK? Puis c'est pas parce que la personne n'est pas propre. Là. C'est pas une affaire de je me suis pas lavée pendant 3 jours, fait que ça sent le petit vagin, la petite vulve pas propre. Là. C'est vraiment ça pue. Donc, ça, c'est une infection bactérienne et ça a besoin d'avoir un médicament de flagelle. Fait que pas un petit savon en pharmacie. Aucun pour le savon, vagin. pour aucune raison, jamais ever. On met jamais de savon, ni sur la vulve, On le dit. ni dans le vagin, surtout pas dans le vagin. On met pas de savon. OK? Donc, une vulve, un vagin, c'est de l'eau. Puis un vagin, en fait, tu laves pas un vagin. OK? Tu mets pas de l'eau dans le vagin. Là. Tu mets pas de l'eau dans le vagin. Puis la vulve, idéalement, juste à l'eau. Donc ça, vaginose bactérienne, bactérie. Infection à levure, donc vaginite à levure. Donc, en général, ça va être du candida albicans, qui est le nom du fameux champignon. Il y en a d'autres, mais 90 même plus, là, c'est du candida albicans, donc c'est du champignon. Ce que ça va donner, c'est des pertes blanchâtres, des fois même grumeuses, un peu comme on dit fromage cottage. Et ça pique. Ça pique, ça va donner de l'érythème, donc de la rougeur au niveau de la vulve. On n'est pas confortable, là. C'est pas le fun. Ouais. Et ça, donc, on va traiter avec des antifongiques. Donc, fluconazole, canestin, les Monista et compagnie. Qui peuvent être pris par la bouche ou intravaginal. Oui, donc par la bouche, un traitement fluconazole, une pilule en général, on est traité. Puis il y a des patients pour lesquels on va préférer la crème, surtout la patientèle enceinte. Donc, on ne va pas traiter par la bouche enceinte. On va traiter avec les fameuses crèmes intravaginales de façon prioritaire.
qui sont super le fun. Puis, bon, ben des fois, on peut tomber sur des vaginoses ou des vaginites qui sont récurrentes. Et là, on va aller vers des traitements plus longs où on va demander d'autres examens pour s'assurer qu'il n'y a pas de résistance. C'est vraiment intéressant. Je savais que j'allais apprendre également dans cet épisode-là. Là. C'est pas parce que je suis en santé de la femme que je connais tout. On n'est pas formé là-dedans. Là. Ben non. On peut pas tout savoir. Là. Puis je veux dire, moi, quand j'ai commencé à travailler aux santé de la femme, là, j'ai commencé à avoir beaucoup de vaginoses résistantes puis de vaginites résistantes. Les gens viennent parce que ça n'arrête pas de pas arrêter. Puis là, je me disais, ben là, j'ai donné Flagyl, j'ai redonné Flagyl. Fait que j'ai commencé à plus lire sur la redondance, à parler à des microbiologistes, puis à faire des fois des fongigrammes, puis là, d'autres tests, puis des traitements de maintien. Des fois, on va traiter pendant plusieurs mois. Mais ça, c'est comme... On n'espère pas que ça arrive, mais bon. On entend souvent... on entend souvent. Des fois, je me dis, c'est peut-être juste moi qui entends souvent ça. C'est juste toi. mais non. J'ai foi. Dis ce que tu as dit, puis je vais te confirmer si je l'entends souvent aussi. Non, j'entends souvent des femmes, mais même des amis là, qui m'ont dit ça. À chaque fois que j'ai un nouveau partenaire, je tombe en vaginite. Ouais. Côté pH? Oui. Faut que tu t'habitues comme au pH de ta partenaire? Ou, tu sais, Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais c'est un nouveau pénis. Ou t'as les condoms. Fait que, oui, ça arrive. Des fois aussi, nouveau partenaire, on est comme motivé. Fait que là, on est plus actif. Puis on irrite un peu notre vagin. Fait que oui, c'est assez fréquent. Les vaginoses bactériennes, c'est classique, là. Un nouveau partenaire, puis boum, une vaginose. C'est toujours le fun quand tu commences à dater, puis que là, t'es comme... Oui, puis tu sens le poisson. Oui, t'es genre, excusez, c'est ça. Pendant le traitement qui dure une semaine, on peut pas avoir de relation sexuelle, puis on peut pas boire d'alcool. Fait que là, c'est comme... Vraiment fun. Ça fait des dates vraiment intéressantes. On va prendre un café. Le matin, très tôt. On se laisse à 11h30. C'est ça. Exact. L'autre truc que les femmes ils ont vraiment souvent, j'ai l'impression, c'est les infections urinaires. Comme ça, c'est... Il y en a que c'est tout le temps, puis il y en a que c'est vraiment récurrent, puis c'est l'enfer, là. Vraiment. Pourquoi? Quoi faire? Comment? Si on fait un dessin de la vulve, là, tout le monde va, en général, penser que l'urètre, qui est la sortie de l'urine, là, que l'urètre est plus haute, comme proche du clitoris, ce qui n'est pas du tout vrai. L'urètre est à quelques millimètres en haut du vagin. Ce qu'il faut garder... on a appris le capuchon du clitoris dans un autre épisode. Décapuchonner le clitoris, ça c'est une affaire. Pour se laver, ça. Oui, c'est ça. Mais pour se laver, faut que tu décapuchonnes ton clitoris? Non, moi, je ne décapuchonne pas mon clitoris. Mais moi, il y a les femmes avec des lichens, je leur suggère. Ah, ben oui, mais là, c'est très différent. Oui, effectivement. Donc, l'urètre est juste en haut du vagin. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as l'urètre, juste en bas, tu as le vagin, puis pas loin en bas, tu as l'anus. OK? L'anus, tout ce qui se passe entre la bouche et l'anus, c'est pas stérile. Un vagin, c'est pas stérile. L'urètre, c'est stérile. Donc, dans le sens, pas l'urètre en soi, mais la vessie, ton canal là, qui va aller jusqu'à l'urètre, tout ça, c'est stérile. OK? Quand on a des relations sexuelles, bien là, il y a du frotti-frotta de tout. OK? Donc, en grande généralité, ça va être des bactéries qui se retrouvent habituellement dans la flore intestinale, qui vont se retrouver dans ton urètre et qui vont monter vers la vessie. Et donc, le pathogène le plus fréquent, c'est le E. coli. Okay? Fait que pensons pas au E. coli, j'ai mangé la vache folle. Là. On a tout du E. coli dans le péteux. Okay? Et donc, le E. coli, c'est en majorité celui qui va être responsable des cystites, donc des infections urinaires. C'est pas parce que tu n'es pas propre ou rien, mais ce qu'il faut faire, c'est uriner après une relation sexuelle. Tout le temps, aller uriner après une relation sexuelle parce qu'on va aller dégager les bactéries qui sont normales dans le vagin, dans l'anus,
et qui ne devraient pas se retrouver dans l'urètre. Donc, puis après ça, bon, tout dépendant à quel point la personne en fait souvent, on peut avoir des traitements prophylaxiques aussi, là, pour empêcher de toujours... Parce qu'à un certain moment donné, à force de traiter, on peut créer des résistances au traitement. Donc, c'est ça. C'est des pathogènes qui sont tout à fait normaux dans la flore vaginale et anale qui se retrouvent dans l'urine. Et l'urine est stérile. Du jus de canneberge, ça l'aide-tu? Oui. Fait que le jus de canneberge est reconnu pour aider au traitement de l'infection urinaire. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas le Ocean Spray, là. Okay? Fait qu'il faut que tu prennes... tu sais, c'est pas le Cocktail et ce n'est pas le Cosmo. J'ai bu 10 Cosmo, puis ça a-tu marché? Donc, c'est vraiment le jus de canneberge naturel. Puis c'est un montant quand même assez important de jus de canneberge. Il y a aussi maintenant des pilules de jus de canneberge qui se vendent et qui fonctionnent bien selon les études. Encore là, c'est pas remboursé par les assurances. Puis ce qui aide aussi, c'est de s'hydrater énormément. Donc, on va aller uriner plus souvent parce qu'on peut aussi éliminer cette bactérie-là sans même avoir un traitement. C'est pas toujours que ça va finir en infection urinaire. Mais oui, ce n'est pas une lubie. Bon, mais c'est pas du Ocean Spray. Non, c'est ça. Moi, j'entends beaucoup de gens me dire « Ah, j'ai un début d'infection urinaire, je ne vais pas aller au médecin, je vais juste boire du jus de canneberge. » Moi, ce que je dis, puis tu me diras si j'ai tort, je leur dis tout à fait, c'est déjà installé, il te faut un traitement. Oui, fait que c'est pas curatif. Non, c'est ça, c'est préventif. Pas curatif, là. C'est ça. C'est préventif. Après, est-ce que c'était vraiment un grand début d'infection urinaire ou pas, là, je sais pas, mais tu sais, quand tu as une infection urinaire, comme, honnêtement... You know, là. Ouf, tu sais, puis ton jus de canneberge, je sais pas. Tu sais, moi, pour en avoir eu, puis là, ça peut même être dangereux parce qu'on s'entend que après avoir monté l'urètre, avoir colonisé ta vessie, ça monte dans les uretères, qui sont les conduits vers les reins. Puis là, la prochaine étape, c'est une pyélonéphrite, tu sais, fait que quand c'est rendu dans tes reins, c'est un peu moins drôle, là. Ouais, c'est des traitements antibiotiques intraveineux et compagnie. Donc, plus ou moins plaisant. Puis en général, ça fait vraiment mal, là, tu sais. C'est l'enfer, là. C'est ça. Ouais, vraiment. C'est vraiment pas le fun, non. Oh, là, le temps file. Le temps file. On avait plein d'autres questions, mais comme... En fait, on a couvert le plus important. Pendant l'épisode, je suis comme, peut-être que Joanie voudrait revenir. Là. Ah, bien là, vous me réinviterez, voyons. Ça va me faire plaisir. On repart la semaine prochaine! Oui, c'est un autre. À la fin de chaque épisode, on pose la question « L ». Fait qu'une question un peu plus réflexive, un peu plus recap de l'épisode. Fait qu'on te la pose. Es-tu prête? Oui. Si tu avais à changer une seule chose dans le système de la santé qui est relié à la santé de la femme, ça serait quoi? Wow! Une seule chose. Tu peux en dire deux. Moi, je pense que tu peux dire ton top 3 si tu veux. Bon. Comment dire ça sans me faire lancer des tomates par mes collègues? Je changerais définitivement ce qui a trait au débit. Dans le sens que, en santé de la femme, on ne devrait jamais être pressé. Puis je pense que quand on pense faire sa job en 5 minutes, que ce soit pour faire un pap test, une biopsie d'endomètre, un counseling contraceptif, j'ai de la misère à croire qu'on peut faire ça comme du monde. Donc, en général, en santé de la femme, on ne devrait jamais être pressé. On devrait... Tu sais, s'il y avait une chose, mais là, j'en aurais tellement d'autres. Je formerais tout le monde en violence obstétricale. Parce que tout le monde pense que la violence obstétricale, c'est juste genre des affaires très grossières, là, mais ça peut être de ne pas avoir de rideau pour que la personne puisse se changer, de rien avoir pour que la personne se couvre au moment de l'examen. Ça peut être de juste pas annoncer qu'on va rentrer un spéculum dans le vagin de quelqu'un. Tu sais, toi, t'es la super summum, mec plus ultra de ce que c'est de ne pas faire de violence obstétricale. De dire, je vais toucher ta cuisse, etc., blablabla.
Ça, tout le monde devrait être formé. Hey, ça me touche vraiment. Oui. Tout le monde devrait être formé là-dedans, OK? J'en doutais pas. Fait que... Puis bon, mettons que je mets ces deux affaires-là pour la santé de la femme, là, donc avoir comme un temps, puis que tout le monde soit formé en violence obstétricale. Puis tu sais, on parle de violence obstétricale des fois, là, puis je vais avoir de mes collègues ou certains spécialistes qui vont comme lever les yeux au ciel. Tu sais, pour qui, eux, ça, c'est comme... Franchement. Mais c'est pas franchement, honnêtement. Vraiment jamais franchement. Non, je suis d'accord. Fait que, ouais. J'aurais pas pu donner de meilleure réponse. Ah, C'est excellent. C'est yes. vrai. Là, j'ai le goût de faire un épisode sur les violences obstétricales. Ah, ben là, ça c'est une de mes passions. OK, Ben, pas une de mes passions, la violence obstétricale, mais C'est j'adore le sujet faire en ça. tant que tel. Moi, j'ai déjà été extrêmement perturbée pendant des épisodes de obstétricales où la patiente aurait pu mourir là, en hémorragie, tout ça, à avoir eu à faire des gestes extrêmement invasifs chez des patientes. Puis moi, à chaque fois, ça me perturbe parce que là, le consentement puis tout ça, on est ailleurs à ce moment-là. Tu veux sauver la vie de la personne, là? Ouais. comprends. Puis ça, à chaque fois que je finis une intervention comme ça puis que je me sens comme si je l'avais violée, je me dis, bon, ben je suis encore vivante, là, dans le sens que comme c'est pas... Il faut jamais que je vois ça comme un geste qui est non banal de les faire ça, puis après, je vais la voir, puis j'y explique pourquoi j'ai pas pu, tu sais, expliquer, etc., etc., etc. Mais oui, ce sujet-là me titille. Je pense beaucoup à faire une formation sur ça, mais d'aller les présenter à mes collègues obstétriciens, il faudrait que je sois... T'as du guts. Il faudrait vraiment que j'aie du guts. Moi, Je sais ça pas serait encore mon si dream. je me suis... Ce serait mon dream, tu fais ça, ce serait mon dream de faire des conférences avec toi sur des sujets par rapport à genre l'importance de la rééducation périnéale ou un Ben, peu on ce qui fera recroise nos deux métiers. Là. Mais oui. Puis là, il faut que je vienne voir à ton bureau. Là, je veux que tu me montres les descentes pour que je puisse les évaluer mieux. Ah oui, on fera ça. OK, on se fera un petit Allez-y, girls. atelier prolapsus, Oui, etc. j'aimerais vraiment ça. Dernière petite question. Oui. Vas-y, ma chère. Ah, mais t'étais partie, là. Si tu avais une femme à nous recommander à passer sur le podcast, une femme inspirante que tu connais ou que tu ne connais pas, qui serait-elle? Oh mon Dieu! OK. Attends, une femme... On parlait de violence obstétricale. Ouais. Catherine Saint-Cyr, le docteur Catherine Saint-Cyr. Je ne connais pas. C'est elle qui m'a donné mes cours d'obstétrique, mais aussi qui m'a ouvert sur beaucoup de sujets de violence obstétricale. Elle a été, je crois que dans sa première carrière, elle était travailleuse sociale, elle est allée aux États-Unis, à New York, où elle travaillait dans des centres pour avortement, est devenue médecin de famille, puis elle me donnait des conférences. Là. J'avais les poils qui hérissaient. Je me souviens d'un moment donné qu'elle m'avait dit, quand une femme te dit « arrête » pendant un examen, il faut que tu réagisses comme si tu l'avais brûlé. Puis t'arrêtes tout. Puis si tu n'es pas capable de faire un examen, si tu réussis pas à faire ton examen au complet, bien, tu as réussi parce que tu l'as écouté. Puis ça, c'est une réussite parce qu'elle a mis ses limites, puis toi, tu l'as écouté. Puis ça sera un autre moment donné où ça sera une autre façon. Elle nous avait dit ça. Moi, ses cours me trucidaient. C'est une femme vraiment intelligente puis super inspirante. Wow, mais Ouais. moi, je pense qu'on va pas prendre cette suggestion-là à la légère. Oui, absolument. Catherine Saint-Cyr, oui. Merci, Joanie. Merci. Je me sens privilégiée que tu sois venue pour vrai. Ben, vraiment, vraiment je le honorée. pense au début, je le pense encore plus à la Ah, fin. bien, ça me Ouais, fait vraiment ça a été plaisir. vraiment un bel J'espère que épisode. ça n'a pas été trop compliqué à comprendre. Je pense pas. C'était pas trop lourd, terme médical. Ben là, je suis qui pour parler, mais... Moi, j'ai trouvé ça très accessible. Bon, Super. ben, écoute, au pire, on reprendra ça en langage
Je vais essayer de trouver le terme prurie. Ça me pique. Oui, c'est ça. Est-ce que ça pique? Ben, Hey, mais c'était le fun de vous parler, les filles. oui, cool. c'était Je suis vraiment, vraiment contente. un beau moment. Yay. Merci pour ta générosité. Plaisir. Puis on vous souhaite une belle semaine, tout le monde. On vous revoit la Oui. semaine prochaine. Allez nous suivre sur les réseaux. Oui, allez faire ça. Le balado. Puis à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Ciao, ciao. Salut, Joanie.